Maintenant, si on regarde un peu plus les lois qui vont permettre le déplacement des gaz au niveau des alvéoles et des tissus, premièrement, on parle d'échanges gazeux. Il y en a deux types. Il y a des échanges gazeux de type alvéolaire ou systémique. Donc, alvéolaire, comme on le dit, le nom le dit très bien, c'est des échanges gazeux entre l'alvéole pulmonaire et les capillaires sanguins ou les capillaires pulmonaires autour de l'alvéole. Donc, euh, il y a des échanges avec l'oxygène, le CO2, entre ces capillaires et l'alvéole. Donc, on est vraiment au niveau des poumons. Mais également, on a des échanges au niveau des capillaires qu'on appelle systémiques, donc tous les capillaires qui vont alimenter les différents organes de votre corps. Donc, ces capillaires vont faire des échanges avec les tissus, plus particulièrement les cellules qui composent les tissus, donc pour tous les organes. Alors, vous savez très bien qu'on va amener de l'oxygène pour permettre aux cellules des différents organes, des différents tissus produire de l'ATP. Puis en échange, ils vont produire un déchet toxique, le CO2, qu'on devra retourner en circulation sanguine. Et en fait, la question que je vous demande maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui fait en sorte, pourquoi l'oxygène est capable d'aller vers les tissus systémiques, le CO2 de se déplacer en sens inverse. Premièrement, c'est deux lois essentiellement qui permettent ça, deux concepts que vous avez un peu étudiés dans d'autres contextes. Et vous allez voir, ça va être assez simple. Vous connaissez un petit peu la chanson. Donc, une des lois, ces deux lois-là que je vais vous expliquer, en fait, sont dérivées d'une observation qui a été faite par un scientifique qui s'appelle Dalton. Lui, Dalton, ce qu'il a fait, en fait, ce qu'il a observé historiquement, c'est que ça a été un des premiers à parler de façon officielle de pression partielle. Et quand on parle de la loi de Dalton, tout simplement, c'est que lui a trouvé quelque chose de très simple, en fait, c'est que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme de toutes les pressions partielles de chacun des gaz. Donc, exemple, l'air, c'est un mélange, hein, l'atmosphère que vous respirez. Si je vous dis qu'il y a une pression totale de 760 mm de mercure, ça c'est la pression totale, mais tous les gaz qui composent l'air, oxygène, CO2, azote, donc, vont avoir une pression partielle, donc une certaine pression que l'azote va exercer, une certaine pression que l'oxygène va exercer, dioxyde de carbone. Et si j'additionne la pression partielle du dioxyde de carbone avec la pression partielle de l'oxygène, etc., si j'additionne tout ça, le total va faire 760. Donc, ça va de soi, en fait. C'est pas un très grand scoop. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse plus, donc ça, c'est correct, mais c'est pour l'appliquer au domaine de la biologie médicale, ce qui est plus intéressant, c'est qu'évidemment, un autre fait assez évident, mais quand même, je le mentionne, plus qu'une grande quantité de gaz, plus la pression partielle va être élevée. Donc, ça va de soi, mais il y a un lien entre la quantité et la pression. Autrement dit, plus qu'il y a de gaz, par exemple l'oxygène, plus qu'il y a de l'oxygène, plus la pression va être élevée. Je vous donne un exemple, la pression partielle de l'oxygène, donc le P ici majuscule veut dire pression partielle, l'oxygène c'est le gaz qui m'intéresse, donc O2 ici. Si la pression partielle de l'oxygène est de 100 mm de mercure, et dans une autre situation, je vous dis que la pression partielle de l'oxygène est de 40 mm de mercure, vous pouvez déduire sans trop de problème que si la pression dans la situation ici à 100 mm de mercure, si la pression est plus élevée que la situation de droite, c'est simplement parce qu'il y a plus d'oxygène. C'est ça le lien que vous devez déduire. Plus la pression est forte, plus qu'il y a d'oxygène. Donc, en d'autres mots, dans votre tête, le lien qui doit se faire, c'est que, OK, à gauche, j'ai plus d'oxygène qu'à droite. Puis ça s'explique bien parce que si je symbolise des petites molécules d'oxygène comme ça, chaque molécule exerce une certaine pression. Si ici j'en ai juste deux, ben, j'ai deux molécules qui exercent une certaine pression, alors qu'ici j'en ai beaucoup plus. Donc au total, cette pression-là va être plus forte qu'à droite. Donc ça, c'est le premier concept. Plus la pression est élevée, plus qu'il y a de gaz. La deuxième, comme je l'ai dit dans bien des contextes, le plus fort, la pression la plus forte l'emporte toujours sur le plus faible. Et c'est un gradient de pression. Donc, si, exemple, les deux pressions partielles sont de 100, il n'y a pas de déplacement. Par contre, si je vous dis dans cette situation-ci que la pression est de 100 et de l'autre côté de 40, ça veut dire, de façon spontanée, l'oxygène va se déplacer vers l'endroit où il y en a le moins, où la pression est la plus faible. Donc, dans ce cas-ci, l'oxygène va quitter
cet endroit à gauche pour se déplacer vers l'endroit à droite, jusqu'à temps qu'on arrive à peu près à un équilibre. Alors ça devient intéressant parce que vous me voyez peut-être où je m'en vais avec tout ça, mais justement, pour orienter le passage de l'oxygène d'un capillaire systémique vers les organes, il faudra s'arranger pour que la pression partielle de l'oxygène soit plus élevée dans les capillaires que les organes. Si c'est la situation inverse, ben, l'oxygène, au lieu d'entrer dans les cellules, va au contraire s'échapper des cellules. Donc, ce que je viens de vous mentionner, en fait, c'est déjà écrit ici. Ce qui est en rouge, très important. On va toujours vers l'endroit le plus concentré vers le plus faible, donc la pression partielle la plus forte vers le plus faible. Les unités, ça va, le P pour pression partielle. Donc, si vous voyez une PO2 dans votre tête, c'est une pression partielle d'oxygène. Donc, c'est des choses que je viens de mentionner. Je passe un peu plus vite. Maintenant, on va appliquer cette loi-là. Donc, au niveau des alvéoles ou des tissus, il y a un déplacement d'oxygène qui doit se faire et de CO2 aussi. C'est les pressions partielles qui vont favoriser le déplacement dans un sens ou dans l'autre de ces deux gaz-là. Et là, évidemment, je ne parle pas de pathologie ou de maladie. Les pressions peuvent varier selon les différents problèmes qu'on peut avoir. Mais dans une situation normale, une personne en santé, ce qui est écrit là, je vais vous le montrer plutôt en dessin ici. Puis souvent, cette figure-là est plus ou moins claire pour vous autres, donc je vais refaire un dessin un peu plus simplifié, mais c'est à peu près la même chose. Donc, exemple, ici, je suis au niveau de l'alvéole pulmonaire. Donc, l'air arrive ici à l'intérieur de l'alvéole. Et j'ai le capillaire pulmonaire ici. Donc, il y a échange. Évidemment, on veut se débarrasser du CO2, puis on veut aller chercher l'oxygène au cours de l'inspiration. Donc, évidemment, quand vous inspirez, il y a une grande quantité d'oxygène qui rentre dans les poumons. Donc, au niveau de l'alvéole, la pression partielle va être plus élevée que ce qu'on retrouve dans le sang. Alors, exemple, ici, les chiffres ne sont pas à prendre, c'est juste un exemple, mais j'ai 104 mm de mercure de pression. Et au niveau du capillaire pulmonaire, j'ai 40. Donc, c'est parfait. Comme la pression partielle d'oxygène est plus élevée dans l'alvéole, le déplacement de l'oxygène va se faire tout simplement vers le capillaire. Même chose pour le CO2. Et ce qu'il faut comprendre, bien évidemment, ce qui se passe dans le poumon n'est pas nécessairement la même chose que dans les organes. Donc, pour schématiser tout ça, exemple, si je suis dans une situation au niveau des poumons, comment ça fonctionne? Donc, ici, j'ai une alvéole pulmonaire et j'ai le capillaire, tout simplement, ici, le capillaire pulmonaire. Je veux prendre l'oxygène. Donc, imaginez-vous ici, j'ai tout le système de conduction avec les bronches bronchiales, etc., que vous avez déjà étudié. Mais en bout de ligne, à la fin de mon système, j'ai l'alvéole et j'ai de l'oxygène qui va arriver comme ça. J'ai juste à comparer les deux pressions partielles d'oxygène. Et je donne des chiffres qui n'ont pas de sens, c'est pas important, c'est simplement pour l'exercice. Si j'ai 100 ici puis 40 ici, qu'est-ce qui se passe? Bien, le plus fort l'emporte sur le plus faible, comme la pression la plus forte est ici, on va déplacer l'oxygène vers le capillaire sanguin. Et c'est normal que la pression soit plus forte, tout simplement parce qu'on vient d'inspirer. En même temps, avec le CO2, on va faire l'inverse. Généralement, chez une personne en santé, le CO2, il y en a beaucoup plus dans le capillaire. Pourquoi? Bien, le CO2 produit par les milliards de cellules qui composent votre organisme fait en sorte qu'on va déplacer le CO2 vers l'alvéole pulmonaire, tout simplement parce que la pression partielle du CO2 ici, exemple, après, je dis encore une fois des chiffres qui ont plus ou moins de sens, donc pression partielle ici, peut-être 2%, je ne sais pas. Donc, peu importe, j'en ai plus ici en termes de millimètres de mercure à l'intérieur du vaisseau sanguin, du capillaire pulmonaire, que l'alvéole. Donc, le plus fort l'emporte. Le CO2 retourne dans l'alvéole. On va en sens inverse de l'oxygène, ce qui est tout à fait normal. Et pendant l'expiration, on pourra vider les alvéoles et l'ensemble du système respiratoire de son CO2. Donc, en expirant, on relâche le CO2 dans l'atmosphère. Au niveau des organes, au niveau systémique des tissus, il y a également des cellules, exemple, qui composent un organe. Peu importe l'organe, mettons le foie, c'est des cellules hépatiques, exemple. C'est la même chose pour n'importe quel organe. Et on a des capillaires sanguins également. Donc, dans ce cas-ci, le tissu qui compose l'organe versus les capillaires systémiques qui alimentent cet organe, même logique, on veut comparer, mettons, l'oxygène, ici, pression partielle d'oxygène du capillaire versus le tissu.
on va orienter le déplacement de l'oxygène vers les tissus. Pourquoi? Parce que la pression partielle d'oxygène est plus élevée que dans les cellules, tout simplement. Exemple 40 puis 3, des chiffres au hasard. Le plus gros est ici, donc on s'en vient comme ça vers le plus faible, ce qui permet d'aller chercher, en fait, de déplacer l'oxygène vers la cellule. Puis le CO2, c'est l'inverse. La pression partielle du CO2 est beaucoup plus forte dans la cellule que dans le sang. Donc, on retourne le CO2 vers le sang, toujours du plus fort. C'est ça qu'on doit savoir sur le bout des doigts. La pression la plus forte vers la plus faible, comme toujours. Évidemment, il peut y avoir des cas de pathologie. Si vous avez un problème au niveau respiratoire, une MPOC, peu importe, et que l'échange gazeux est moins fort, bien évidemment, si il y a moins d'oxygène qui rentre dans votre système parce que vous avez les bronchioles obstruées par du mucus, par exemple, puis vous avez une plus faible concentration de PO2, donc une pression partielle d'oxygène au niveau systémique qui est plus faible, bien là, il faut s'assurer quand même que la pression partielle de l'oxygène soit faible. C'est correct, mais elle doit toujours être plus forte qu'ici pour se déplacer vers les cellules. Parce que si, pour X raison, ça devient plus fort, il y a plus d'oxygène, entre guillemets, dans la cellule, et que la pression partielle devient très faible ici, on s'en irait en sens inverse, ce qui serait très dangereux. Donc là, dans ce cas-ci, on s'en viendrait comme ça. Exemple, si ici j'ai 2, puis ici j'ai 1, bien là, on s'en va de l'autre sens. Donc là, les cellules n'auraient plus accès à l'oxygène, donc ce qui est, en fait, c'est la mort, tout simplement. C'est une asphyxie. On ne peut plus produire d'énergie, les cellules arrêtent de fonctionner. Alors, c'est très important, ce jeu de pression partielle. Et dernier petit commentaire, faites attention, parce que dans d'autres capsules, on a parlé de pression également, mais on ne parlait pas de pression partielle. Hein? Vous vous souvenez, la pression intrapulmonaire, la pression intrapleurale. Donc, c'est autre chose. On a parlé de pression sanguine, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas mêler tout ça, même si les lois se ressemblent. Pression partielle, on est vraiment au niveau d'un gaz spécifique et on parle en fait d'une quantité de gaz. Hein? Dans le fond, plus que j'ai d'oxygène, plus la pression partielle va être forte, évidemment. Cette diapo vous présente un peu la membrane respiratoire. Donc, dans une capsule précédente, on avait déjà étudié un peu sa composition, mais maintenant, on va ajouter un peu des caractéristiques de base en gardant en tête l'efficacité de la diffusion des gaz. En fait, la membrane respiratoire, la façon qu'elle est constituée, c'est vraiment pour maximiser le déplacement des différents gaz respiratoires. Donc, première des choses, c'est culturel, vous n'avez pas à retenir le chiffre, mais si je prenais les centaines de millions d'alvéoles dans chacun de vos poumons et que j'arrivais à les déplier pour faire une grande surface, hein, c'est votre surface d'échange, en fait, avec les différents gaz respiratoires. Donc, dans ce cas-ci, on aurait à peu près une surface en mètres carrés de 70 mètres carrés. C'est énorme. Ça veut dire que vous avez à l'intérieur de vos deux poumons à peu près l'équivalent d'un terrain de badminton pour faire des échanges. Donc, c'est assez incroyable de penser qu'on peut déplacer à l'intérieur de notre corps une surface aussi importante. Ensuite, ce qui est encore plus incroyable, c'est que la minceur, elle est extrême. Non seulement on a une très grande surface d'échange, mais cette membrane de filtration, pas de filtration, pardon, cette membrane respiratoire, elle est tellement mince, on parle ici de 0,5 microns. Donc, 1 micron, c'est 1 million de fois plus petit qu'un mètre, puis on n'a même pas ça, on a la moitié d'un micron. Et ces deux caractéristiques, qui semblent un peu surprenantes au premier coup d'œil, sont en fait une des causes qui permet le déplacement efficace de l'oxygène ou du CO2. Exemple, si je prends l'exemple de l'oxygène, si l'ensemble de ma membrane respiratoire a cette surface, et à côté, situation B, plus petit, bien évidemment, vous comprenez qu'à gauche, on va aller chercher une plus grande quantité d'oxygène parce que j'ai une plus grande surface d'échange. Donc ça, c'est un premier concept. Et si la membrane, elle était très épaisse, bien, l'oxygène et le CO2 pourraient difficilement passer à travers. Donc c'est pour ça qu'elle a une minceur extrême. Ceci dit, malgré ces avantages qui favorisent la diffusion des gaz respiratoires, on a aussi un moyen, en fait, deux processus essentiellement pour s'adapter physiologiquement. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que dans certaines situations, on va avoir deux réponses physiologiques qui vont favoriser, exemple, les échanges avec l'oxygène
ou au contraire favoriser les échanges avec le dioxyde de carbone, donc le CO2. Il y a des cellules musculaires, des myocytes, qui vont être présents dans les bronchioles, mais aussi dans les artérioles, qui vont ajuster soit la circulation de l'air, mais aussi la circulation sanguine pour favoriser le transport et le déplacement de ces gaz-là. Donc, c'est vraiment dans l'idée de maximiser les échanges gazeux. Et ces deux processus-là sont recoupés sur le thème couplage, ventilation, perfusion. Donc ça, quand vous voyez ce terme-là, c'est simplement deux processus qui vont permettre justement de maximiser ces échanges-là. Il faut être bien capable de comprendre comment ces processus-là, comment ce couplage, ventilation, perfusion fonctionne. C'est pas tellement compliqué, mais il y a beaucoup de confusion souvent chez les étudiants. Donc, je vais essayer de faire ça très clair et très simple en vous donnant un truc ou deux. Donc, première des choses, le terme couplage, c'est à peu près le pire terme qu'on aurait pu penser parce que ça induit chez l'étudiant un biais, je pourrais dire. Donc, vous pensez le fait d'un couple, couplé, que les deux travaillent ensemble. Mais il faut comprendre que les mécanismes ou les processus associés à la ventilation et la perfusion sont indépendants l'un de l'autre. Ce qui pourra déclencher une réponse au niveau du processus de ventilation pourra entraîner une réponse A ou B au niveau de la perfusion, mais il n'y a aucune espèce d'impact entre les deux. Ces deux phénomènes indépendants qui ne s'influencent pas. Le stimulus qui va déclencher une réponse au niveau de la ventilation, bien, pour le même stimulus, on n'aura peut-être aucun effet sur la perfusion ou un effet à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais il n'y a pas de lien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose importante, avant que je vous explique, le mécanisme de ventilation, ça implique les voies respiratoires. Donc, on favorise soit une bronchodilatation, donc on ouvre la bronchiole, ou une bronchoconstriction. C'est tout. En fait, le terme est bien choisi dans ce cas-ci. Ventilation, on pense au système respiratoire. Donc, c'est littéralement la bronchiole qui va être connectée comme ça au niveau de l'alvéole pulmonaire. Okay? C'est elle qu'on va fermer ou ouvrir. Et le stimulus qui déclenche la bronchodilatation ou la bronchoconstriction, ça c'est le troisième point important, c'est toujours la pression partielle de CO2 qui augmente ou qui baisse. L'oxygène n'a aucun effet sur le processus d'adaptation ventilatoire ici au niveau du couplage ventilation-perfusion. Ça aussi, ça peut vous induire en erreur. Si c'est la quantité d'oxygène qui stimule un processus, on va parler de perfusion, j'en parle tantôt. Donc, si les trois points sont clairs, là, il n'y a plus de confusion possible. Donc, si je répète rapidement, première chose, on comprend que la ventilation et la perfusion, c'est complètement indépendant l'un de l'autre. La ventilation, donc au cours de ce processus, on parle de bronchodilatation ou bronchoconstriction de la bronchiole qui alimente l'alvéole. Et ce qui déclenche un ou l'autre des phénomènes, c'est la quantité de CO2, la pression partielle de CO2. Si ça c'est clair, on est correct. Dans le cas de la perfusion, c'est autre chose. Donc, premièrement, on ne parle plus de bronchiole. Ici, on parle des deux petites artérioles qui sont reliées au capillaire pulmonaire ici. Donc là, on est au niveau du sang. Alors là, ça va être pas une bronchodilatation, ça va être plutôt une vasodilatation ou une vasoconstriction de ces deux artérioles-là. Donc, exemple, vasodilatation ou vasoconstriction des deux artérioles. On joue ici au niveau sanguin, c'est l'ajustement qu'on veut faire. Et c'est les deux artérioles pulmonaires, donc qui vont être reliées aux capillaires qui vont faire les échanges avec l'alvéole. Le stimulus, dans ce cas-ci, ce n'est pas le CO2, c'est l'oxygène. Donc, c'est la pression partielle d'oxygène qui, soit à la hausse, soit à la baisse, va favoriser une vasoconstriction ou une vasodilatation. Une fois que vous avez séparé, une fois que dans votre esprit, la différence entre ces deux processus-là est claire, ben là, ça devient beaucoup plus simple. Donc, si je m'en viens dans le mécanisme, dans le processus de ventilation, comment on s'adapte pour maximiser les échanges? Bien, c'est très simple, c'est la pression partielle de CO2. Donc, il y a deux choses, soit qu'elle est trop élevée, soit qu'elle est trop faible. S'il y a une augmentation de la PCO2, donc de la pression partielle de CO2, de dioxyde de carbone, évidemment, on veut éliminer un maximum de dioxyde de carbone parce que c'est toxique. Donc, une augmentation de la pression partielle de CO2 va favoriser la bronchodilatation au niveau de la bronchiole ici. Donc, en ouvrant la bronchiole se dilate et évidemment, le concept, c'est de maximiser l'élimination de CO2.
plus que la bronchiole est dilatée, plus que j'ai d'espace, plus qu'il y a d'air qui pourrait être évacué pendant l'expiration. Donc, je maximise l'élimination du CO2. Au contraire, si la PCO2 diminue, donc j'ai moins de dioxyde de carbone, dans ce cas-ci, on va faire une bronchoconstriction. Donc, on va fermer ici. Il y a encore un petit espace. On va éliminer une certaine quantité de CO2. C'est jamais fermé à 100%, évidemment, c'est impossible. Mais on diminue l'élimination. Parce qu'éventuellement, un jour, je vais vous expliquer que ça nous en prend un petit peu de CO2 dans le sang. Ça vous met en état de choc des fois parce que vous dites, ben là, il faut éliminer ça, c'est toxique. J'ai beaucoup insisté sur ce fait-là, effectivement. Mais un peu de CO2 permet de réagir avec l'eau du plasma sanguin pour fabriquer des acides carboniques. Donc, ça va contribuer à acidifier le sang. Donc, évidemment, ça prend une certaine quantité d'acide dans le sang pour maintenir un pH sanguin adéquat. Si on élimine trop de CO2, on pourrait avoir un problème d'alcalose, pH sanguin trop alcalin. Donc, ça nous en prend un petit peu. C'est pour ça que si on n'en a pas beaucoup, ben, on ne va pas trop l'éliminer. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment la quantité élevée ou faible du CO2 qui va faire en sorte qu'on dilate ou qu'on contracte la bronchiole. Ça, c'est un processus qu'il faut être capable de m'expliquer. L'autre processus qui est indépendant, donc là, ce n'est pas du tout le CO2, c'est l'oxygène. Si la pression partielle d'oxygène est élevée, donc ce qu'on vous dit ici, si la pression partielle d'oxygène augmente, donc il y a plus d'oxygène en circulation, on va favoriser la dilatation des artérioles. On fait une vasodilatation. Pourquoi? Parce que l'oxygène est extrêmement précieux et si on en a beaucoup, on ne veut pas en perdre, donc on favorise son transport vers les organes. Parce que si on ne favorise pas le transport, on risque de le reperdre éventuellement. Donc, on va aller chercher le maximum d'oxygène et on envoie le maximum d'oxygène vers les tissus. N'oubliez pas, on est au niveau pulmonaire ici de l'alvéole. Donc, on a beaucoup d'oxygène, bon, on livre la marchandise, fait qu'on rouvre les veines, on rouvre les artérioles pour livrer un maximum d'oxygène. Par contre, s'il y a une baisse de pression partielle d'oxygène, dans ce cas-ci, il y a moins d'oxygène à déplacer. C'est inutile d'avoir une vasodilatation. Donc, on parle de vasoconstriction des deux artérioles ici, pulmonaires, et donc il y a moins de sang qui circule parce qu'il y a moins d'oxygène qui va se déplacer, évidemment. On a moins d'oxygène, donc ce n'est pas nécessaire de vasodilater ici. Donc, si vous distinguez bien l'ensemble des différents concepts que j'ai donnés, ça devient très simple. Donc, dans un examen de travail ou un exercice, la première question que vous demandez, regardez qu'est-ce qui est impliqué. Si on voit que c'est le CO2, qu'on a un problème de CO2, ben, on y va avec la ventilation. Le CO2 est normal, mais on a un problème d'oxygène, on y va avec la perfusion. Deuxième question que vous vous demandez, OK, là j'ai un problème de CO2, est-ce qu'il est trop élevé ou trop faible? S'il est trop élevé, ben, on va avec la dilatation de la bronchiole pour éliminer le maximum de CO2. S'il est trop faible, ben, on va avec la bronchoconstriction, comme je l'ai expliqué tantôt. Puis au contraire, si vous détectez que le CO2 est normal, mais que vous observez que l'oxygène est trop élevé ou trop faible, bien, là, vous ajustez le processus de perfusion en fonction de. Puis, évidemment, il faut se souvenir par cœur que la ventilation affecte les bronchioles, alors que la perfusion, c'est plutôt au niveau des deux artérioles pulmonaires.